Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté Analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vient écouter Analyse sur Radio Télémétropole ak sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Bonjour tout le monde, nous comptons avec aujourd'hui pour nous porter baou émission Analyse. Semaine ça a un paquet de bagages qui passent dans le monde là et qui passent en Haïti tout. Aujourd'hui, édition ça pral basée pratiquement sur ce qui a passé à l'extérieur. Certainement il y a monde capable dire ça qui a passé juste en Moyen-Orient, ça a gagné comme impact sur nous. Mais faut que nous connaissions que le monde son petit village lié qu'on y a là. En pile bagages qui a passé qui tient en Europe, qui tient en Asie ou bien en Afrique, il y a un impact parce que nous avons un monde qui globalisé. Aujourd'hui, pour nous capable d'analyser, pour nous comprendre ce qui a passé, nous avons l'honneur de recevoir ancien ambassadeur, ancien ministre et puis responsable observatoire haïtien et relations internationales, M. Bokchi Edmond. Nous comptons encore dans l'émission ça. C'est un plaisir, Marvin, pour moi avec aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une situation qui est inquiétante, l'état du monde actuel. Et peut-être, nous avons dit que ça va passer de l'autre côté pas intéresser Haïti, mais Haïti, de toute manière, a un impact solide quand même de ce qui va passer, et notamment ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. C'est un plaisir pour moi avec vous et je pense que nous allons faire un bon petit débat ensemble. Évidemment. Première question pour vous, c'est qui vous regarde par rapport à ce qui a passé, surtout attaque États-Unis avec Israël fait sur Iran. Est-ce que d'après vous-même, son bagage qui était capable d'éviter? Puisque je vous dis là, il y a un impact notamment sur le commerce mondial, notamment du pétrole. Bon, certainement, je pense qu'il y a eu pas mal d'efforts au préalable pour éviter là, parce que, comme on connaît, il y a eu pas mal d'accords qui étaient signés entre les États-Unis et l'Iran pour essayer d'observer le programme et que l'Iran essayé de mettre sous pied la question de bombes atomiques. Que la communauté internationale à plusieurs reprises à travers des résolutions des Nations Unies qui étaient toujours empêché ça et aussi avec l'implication, du moins l'observation constante des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Et je pensais qu'à partir de là, et aussi des négociations qui ont eu quand même, qui ont eu lieu préalablement à cette hostilité. Et je pensais que tu as une certaine volonté probablement pour éviter ça. Mais le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, il a changé de moment à d'autre et qui aujourd'hui mettait nous en situation côté le Moyen-Orient s'embrase et qui certainement va avoir un impact sur le commerce mondial, l'économie mondiale. Avant de arriver sur l'impact sur l'économie, il y a des gens qui pensent que c'est une erreur stratégique que les États-Unis fait lorsque ils attaquent l'Iran. De façon ça, il y a des gens qui disent est-ce que le pas mesurer les conséquences, puisque riposte beaucoup de l'Iran, bien le régime Mollah, il n'a pas fait le temps, mais tout un paquet d'autres pays qui sont pratiquement alliés aux États-Unis dans la zone qui ne sont pas bombardés par l'Iran. Bon. Par contre, si pas quoi il y a une erreur stratégique. Les cas probablement, c'est-à-dire façon, je pensais que l'Iran était cas et pour réagir, les cas sont différents parce que il y a certaines personnes qui croient qu'il y a eu une violation du droit international de la part des États-Unis, mais de la part de l'Iran aussi, ils violaient le droit international parce que l'Europe bombarde des États environnants et qui parlent en conflit avec, qui parlent en guerre avec vous, ou voyer des bombes sur le territoire, c'est une violation de leur espace. Oui, mais il fait connaître que c'est pratiquement les bases américaines. C'est la base américaine, mais les bases américaines sont situées sur des territoires, des États. Et de ces États. Bon, alors, pour une petite parenthèse, est-ce que on dit base militaire, il y a un pays qui sont l'autre territoire, est-ce que les autonomes, c'est-à-dire que les appartenus à pays
qui mettait base là? Certainement. Il y a un accord de siège entre ces deux pays. Normalement, la base militaire américaine qui est soit à Oman ou bien au Qatar ou bien dans la zone Arabie Saoudite, etc. Toutes bases ça, c'est des bases qui jouissent d'une certaine autonomie, qui est gérée par le gouvernement américain. Et c'est-à-dire utiliser le territoire de ces pays, mais un accord son accord de siège qui établit entre eux-mêmes que l'État qui récepteur là, qui bat autorisation pour base à la Calia, il n'a aucun contrôle sur le fonctionnement de cette base militaire. Et certes, en ce qui a trait à l'Iran, j'ai l'impression que l'Iran a attaqué ces bases militaires comme représailles, mais en le faisant, il y a aussi une violation du droit international parce qu'on va attaquer des territoires qui partent dans la guerre avec eux. C'est vraiment quand même une approche. Certes, on peut le comprendre, c'est une approche défensive. Il y aura dit défendre tête, mais défendre tête, pas contre l'agresseur, pas contre le monde qui est en bataille avec eux. On va défendre tête contre des États neutres. Et avoir une base militaire, certes. Si un État accepte l'autre État de mettre une base militaire, est-ce que ça neutre là? Parce que sont des alliés pratiquement. Ce sont des alliés, certes, mais il y a aussi un intérêt stratégique pour l'État récepteur. Parce que lui-même, il connaît que, écoutez, non seulement il y a un accord de défense avec les États-Unis, mais qui assure aussi sa protection. Et parce que, pas oublier, l'Iran gagne une certaine velléité de la part de l'Iran pour qu'on contrôle sur la région totale. C'est tout ça qu'a joué là-tout. Et non seulement il y a d'autres aspects géopolitiques qu'a joué là-dedans, mais il faut toujours se rappeler que l'Iran a toujours voulu que pour gagner un contrôle de toute la zone. Et c'est pourquoi que toujours on gagne une relation très houleuse entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, par exemple. Et je pense que la raison qui fait la communauté internationale, notamment au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, de toujours pas voulu empêcher, ou du moins interdire l'Iran d'avoir une arme nucléaire, c'est parce que dans la mesure où l'Iran est arrivé à une arme nucléaire demain, l'Arabie Saoudite va automatiquement enchaîner, il va prendre des dispositions pour avoir une arme nucléaire. C'est-à-dire qu'on parle course à l'arme nucléaire dans la région, dans la zone Golfe là, qui parle de menace et inquiétante pour la paix et la sécurité internationale. Exactement. On regarde Kounia là, pourquoi attaque la fête, ça va gagner environ 1 semaine. Une semaine. Est-ce que vous pensez que l'Iran est capable de mener une guerre ça? C'est comme si c'est une guerre d'usure contre les États-Unis. Bon, on dit un contre l'autre. Est-ce que vous estimez que vous êtes préparé parce que nous connaissons une relation États-Unis avec l'Iran depuis des dizaines d'années? Depuis le départ du Shah. Du Shah, exactement. Est-ce que vous pensez que son guerre qui a duré plus que nous n'avons pensé? Bon, probablement, comme n'étant pas un expert militaire, je ne peux pas dire exactement, mais je suis certain que ce n'est pas une guerre qui a fini demain. Et pour les Iraniens, je pense qu'il faut nous connaître que l'Iranien a préparé la guerre ça depuis plus de 40 ans. Parce que je connais ça venir quand même. Et n'oubliez pas que ça qu'a fait là, l'Iran pas seulement les États-Unis à face. Il y a aussi l'Israël. Parce que Israël et l'Iran est une raison qui toujours encouragé et international là, pour empêcher l'Iran. C'est la menace constante de l'Iran sur l'existence de l'État d'Israël, qui toujours déclarait, qui toujours pensait que l'État d'Israël doit être effacé de la carte mondiale, et l'Iran a toujours battu ça comme objectif. Et imaginons si l'Iran aujourd'hui qui a une arme nucléaire à la main, et il va hésiter à utiliser. Il est capable d'hésiter à utiliser. Est-ce pourquoi que même quand Iran pression Iran sur lui, même quand les États-Unis ont une certaine velléité pour réduire l'attaque, du moins pour chercher un accord, un cessez-le-feu, par quoi Israël a entré dans la logique là, immédiatement. Parce que je pense que Israël, dans la mesure où il a pression, tout en n'ayant pas totalement détruit la capacité militaire de l'Iran pour constituer une menace sur sa sécurité, parce qu'Israël a toujours continué
Eiffel, et même par ça nous covert operation, des opérations souterraines et à partir des agents de Mossad, etc., sur le terrain, même en Iran, pour continuer de déstabiliser le régime des mollahs. Et là encore, avec la disparition du guide suprême de l'Iran, et non seulement une bataille interne à l'intérieur de l'Iran pour le contrôle, pour la succession du guide suprême. Alors, maintenant, on a présenté son fils, etc. Ouais. Et je crois au courant que même le président américain souhaite s'impliquer dans le choix du successeur du guide suprême. Bon, Baronnet, c'est la aussi facile, mais écoutez, c'est parfois... Ça, nous, on a regardé dans la télévision, mais ça n'a pas lu sur le journal, etc. En réalité, ça nous pas attendu, nous pas connaître les discussions secrètes quand on l'autre réalité. Un peu mon capacité de son blague, mais au cas où il y a, parce qu'on connaît qu'il y a un arrangement qui a gagné. Parce que c'est une question de, écoutez, où l'on période, où l'on guerre avec un pays qui a une force qui est loin supérieure à la force pour là et qui continue à pilonner tous les jours, et maintenant, plus de 60-70% de l'espace aérien iranien sous contrôle. C'est-à-dire que c'est États-Unis et Israël qui contrôlent. Et majorité capacité batterie anti-missiles, batterie anti-aérienne que nous avons détruit. C'est-à-dire, juste combien de jours encore que l'Iran a Kembe, ou du moins résister à cet assaut. Est-ce que nous pas avancer une hypothèse, M. Edmond, que l'Iran éventuellement gagne des armes atomiques? Parce que Kembe tête à Israël et États-Unis, alors qu'on connaît qu'ils gagnent déjà et que pas de monde qu'on gagne, est-ce que dans le pire des scénarios, nous avons l'Iran, après, il finit d'utiliser toutes les armes conventionnelles qu'il gagne et puis il dit bon, on a ça. Il a guerre sur Israël, gens qu'il a toujours souhaité, par exemple. Bon, ouais, mais je pense que la communauté internationale, notamment les États-Unis, aussi et Israël, services secrets, services intelligentieux, ils prennent ça très au sérieux. Je pense que si on a des armes déjà nucléaires, tu as qu'à connaître. OK. Est-ce que allié n'est pas d'accord fournir de façon discrète tout ça? Et là encore, de façon discrète, il y a besoin de quand même, parce que pas oublier, et gagnons élément important dans la bataille sera faite là, c'est la bataille de l'intelligence. Les États-Unis et l'Israël, les États-Unis à travers la CIA, l'Israël à travers le Mossad, ils ont des agents sur le terrain en Irak. Ils ont des informations de première main et parfois ils ont des personnages, des Iraniens, même à l'intérieur du régime, qui ont des informations. Je ne sais pas quoi c'est aussi simple comme ça pour l'Iran d'avoir accès à une arme nucléaire pour arriver là aujourd'hui. Je ne sais pas quoi ça. Je ne sais pas quoi que ça peut arriver. Mais ce que je peux vous dire, et en revanche, c'est que le régime iranien, je pense que non seulement il t'a préparé mentalement pour ça, de connaître guerre, ça va arriver quand même. Israël, les États-Unis contre eux. Mais même quand probablement ils n'ont pas suffisamment les moyens pour se défendre contre ces deux agresseurs, je pense que c'est difficile parce que Iran, le régime des mollahs, est contrôlé par la garde républicaine, qui contrôlait majeure partie de la structure même de la société, la structure économique. Plus de 60% du système économique, mais la garde républicaine. C'est-à-dire, est-ce pourquoi je dis c'est qu'ils jouent un peu l'influence pour choisir le guide, pour influencer le choix du guide suprême. Et j'ai l'impression que c'est partie de cette garde républicaine qui a influencé le choix du fils du guide suprême qui a été éliminé. Et je pense que ça montre que ce n'est pas un régime qui du jour au lendemain qui a tombé comme ça. Et certainement, il n'a pas affaibli. Certainement, il y a un pile élément dans la structure de la société iranienne et qui peut essayer pour taper en contrôle, etc. Mais
je peux vous dire que une leçon qui est essentielle, que m'estimais que les États-Unis particulièrement apprennent, c'est surtout les erreurs qui ont été commises en Irak, et aussi les erreurs qui ont été commises en Afghanistan et aussi dans le cas libyen. Oui. Et au Kawali, ils l'ont fait au Venezuela. Même quand ils ont enlevé le pion, l'élément Maduro de la table, mais le régime continue. C'est-à-dire qu'il n'a pas crasé totalement le régime. Ensuite, Alvini, j'étais dans l'inconnu. Il a cherché de contrôler de préférence. C'est-à-dire, au fur et à mesure, ils ont essayé de travailler avec le reste, les gens qui restent du régime, pour essayer de, avec eux-mêmes, pour redéfinir. Qu'il y ait une stabilité dans le pays. Absolument. Et redéfinir l'autre forme de coopération avec eux. Et je pense que c'est pas pour rien quand le président Trump dit qu'il a souhaité impliquer dans le choix guide là. Parce que, quelque part, il n'y a pas un changement de régime, mais il y a un processus de changement de personne. Politique, peut-être. Et une fois qu'il y a un changement de personne, il certainement ne va pas provoquer un changement de politique. On a une nouvelle approche de coopération. Et je pense que dans la mesure où cette nouvelle structure gouvernementale en Iran, il connaît que il y a une sorte de coopération avec les États-Unis, les sanctions vont être enlevées. Il y a une capacité pour exporter pétrole, il y a le problème qui va résoudre. Mais est-ce que c'est facile? Parce que la plan intérieur. Puisque on dit différent entre Israël et Iran, c'est très idéologique. Et retirer ça dans la tête iranien qui considère que Israël c'est ennemi juré, il faut supprimer le sous la terre. Est-ce que vous pensez que mettez l'autre monde dans la tête régime en Iran pour changer ça facilement? Les gardiens de la révolution, est-ce que vous pensez que ça peut avoir des dissidences, des groupes qui peuvent essayer des fractions qui peuvent peut-être résister quand même? Non, ça c'est important. Est-ce pourquoi que je me parlé avec vous tout à l'heure, je me mentionné que même quand le guide suprême n'est plus là, même quand mon notable choisi à une position radicale, Israël notamment quand empêché pour s'arriver, mais au moins dans la mesure où ils ont essayé de garder une certaine cohésion sociale ou bien une certaine cohésion parce que nous avons parlé d'un pays de plus de 90 millions d'habitants. Et tout le monde, 90 millions, ça, pas anti-régime, non. Il n'est pas anti-régime Molayo. Il y a certainement des dissidents, il y a un pays iranien qui continue, et on voit comment la répression anti-gens sauvages, et de la part de ce régime contre les Iraniens qui ne veulent pas d'eux. Mais dans la mesure où les États-Unis arrivent à un accord, je pense que l'Israël certainement va suivre, il va la ligne sur la position des États-Unis. Et est-ce pourquoi que je pense mais il n'y a pas une situation aussi facile. Et connaissant Benjamin Netanyahu, demain. Est-ce que parce que son monde qui pas ou l'impression qu'il est intransigeant dans un sens. Est-ce que ça va demander tout pour écarter Netanyahu peut-être dans la discussion et puis tout l'autre bagage vivre avec tout. États-Unis et Israël attaquent l'Iran pendant qu'ils négocié. Est-ce que maintenant c'est facile pour que ils retournent sur voie diplomatique ou bientôt est-ce que parallèlement ils vont peut-être explorer d'autres facettes diplomatiques pour que ils jouent de façon plus entendre? Bon, c'est probablement ça possible, mais il y a un aspect qui est important que probablement tout le monde va suivre et question de négociation ça. Et je pense que tu as une stratégie de ça en termes de négociation. Il y a eu des négociations avec une délégation américaine. Ensuite, la partie iranienne est retournée à Téhéran et pour voir avec les autorités, et notamment le guide suprême, pour tout le monde chita ensemble pour prendre une décision. Et les informations arrivent à joindre que, dans un moment précis, tout le monde important, dans la chaîne de commande, dans le régime, dans telle position à telle heure. Et effectivement, c'est à ce moment-là l'attaque est arrivée. Puisque c'est un piège que les États-Unis et Israël tendent, est-ce que vous pensez maintenant est-ce qu'il y a un problème de confiance maintenant la confiance. Bon, et par contre, je ne vais pas dire son piège. Tout simplement, je pense que l'IK a une opportunité ou une information qui a une opportunité pour faire des choses que vous faire. Et l'IK n'a pas un piège. L'IK
effectivement, c'était ça, mais ce qui est apparu montrait que, quelque part, tu as une volonté pour te une certaine action contre et non seulement le guide suprême, mais aussi certaines personnalités intransigeantes du régime. Et Israël, quand connaît que l'information là, ça, c'est le moment opportun. Et ils ont profité. Non, mais Donald Trump a menacé le guide suprême non, depuis avant. Non, parce et même pour mettre, il a éliminé. Parce qu'il y a eu des menaces iraniennes contre la vie du président Trump. Et je crois, et j'ai vu un article, et je crois il y a de cela 2 à 3 jours, et on a fini par voir effectivement qu'il y a eu la garde républicaine iranienne qui est vraiment préparée, sponsorisée, attaque qui était faite sur le président. C'est-à-dire, écoutez, on parle du président des États-Unis d'Amérique, la plus grande armée du monde. Et si il y a des informations que tel régime veut avoir la tête du commandant-chef, écoutez, ça, je ne sais pas qu'il y a un mec qui a prêté garder. Vous voulez dire que c'est une légitime défense, donc ils ont préparé, Jean dit là, une sorte d'attaque préventive, non? Bon, et l'ICA a constitué une attaque préventive, ou du moins l'ICA a une attaque défensive. Si toutefois, bon, mais il peut quoi attaquer du tout. Mais si j'ai des informations fiables qui montraient que quelque part il y allait avoir une attaque, ou bien quelque part il y allait avoir une tentative d'assassinat sur un chef d'État, etc., je pense que c'est une, entre guillemets, forme d'anticipation. Non seulement d'anticipation, mais son forme de déclaration de guerre. Voilà. Même penser que l'essentiel, c'est que, d'une manière ou d'une autre, et les États-Unis, et notamment, gagnent intérêt pour chercher au moins voir comment arriver à une certaine fin de ces hostilités. Mais je me demande, est-ce que ce sera aussi facile? Je ne sais pas. Mais ce sera dans l'intérêt du monde pour nous au moins pour une certaine stabilité dans la région et la paix est revenue. Mais le problème, c'est que quand on commence une guerre, on sait la date quand on commence début des hostilités, mais nous, par contre, mais on ne peut pas savoir la date de la fin d'une guerre. Mais maintenant, une guerre aussi, je dirais, féroce dans la région, dans le Golfe. Maintenant, qui risque pour que aussi c'est ça, ou même quitter la zone Moyen-Orient pour étendre peut-être vers l'Europe de l'Est ou bien on dit le monde entier. Est-ce qu'il y a un risque ça pour le moment? Il y a un certain risque parce que au cas où l'Allemagne, la France, l'Angleterre, ces pays ont aussi des bases dans la région du Golfe. Ils ont aussi des partenariats de sécurité avec ces pays. Et en prenant le cas du Chypre, par exemple, avec l'Angleterre, qui gagne des accords. Et l'Angleterre a déjà envoyé bateau dans la zone nord. Et l'Angleterre a déjà descendu pas mal de drones iraniens dans la zone Chypre. Et on prend le cas de la France, qui gagne base militaire, notamment aux Émirats arabes unis. Et si toutefois base ça va toucher, non seulement il y a bien pour devoir pour protéger leurs alliés, qui ont un accord de protection de sécurité avec eux, mais dans la mesure où base militaire est touchée et pas de tirs, bon, ça a une question de droit de réplique. Est-ce pourquoi que une possibilité pour toute zone embrasée net et qui vient ouvrir un conflit qui est vraiment mondial. Est-ce que nous allons une troisième guerre mondiale d'après Jean événement déroulé? Bon, on sent le spectre d'une troisième guerre mondiale, mais ce que je pense qu'un peu le monde a souhaité, c'est de ne pas y arriver. Parce que ce ne serait pas dans l'intérêt du monde actuel pour nous, une troisième guerre mondiale. Et parce qu'on parle toujours de la construction de la paix, de la consolidation de la paix. Mais quand on regarde la configuration actuelle du monde, il y a des foyers de violence, des foyers de guerre partout, notamment dans le Moyen-Orient. Et cette semaine même, un foyer qui réouvre encore entre l'Éthiopie et le Soudan, en Afrique. Et il y a déjà un problème au niveau de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je pense qu'il y a trop de foyers de guerre dans le monde-là pour au moins les grandes puissances pour pas préférer le travail pour essayer de voir comment on peut contribuer à l'établissement de cette paix ou bien à la consolidation de cette paix au lieu de fragiliser cette paix. Qui demande, si toutefois
guerre ça t'a étendu plus. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de l'ONU? Puisque naissance, c'était pour empêcher absolument. La naissance des Nations Unies, c'était... Depuis la naissance des Nations Unies, c'est par centaines, nous comptons les foyers de tension. Absolument. Mais c'est malheureux aujourd'hui pour nous parler de ça, pour nous parler de... c'est comme si on se pose la question, à quoi servent les Nations Unies? L'Organisation des Nations Unies, qui était créée pour te garantir la paix et la sécurité internationale. Je dis pour observer tout ça qu'on a fait là-haut et très souvent sans même l'implication du Conseil de sécurité. Et un peu, on a critiqué les États-Unis pas aller devant les Nations Unies pour essayer de montrer, voilà, voici mes menaces Iran constituées et pour la paix mondiale, pour la paix et la sécurité internationale, mais pour qui ça nous oblige à intervenir, etc. Mais on sait très bien, si les États-Unis étaient pour une initiative comme ça, ça va pas passer. Parce qu'au Conseil de sécurité, il allait avoir de toute manière les deux vétos de la Chine et de la Russie. Et ça, c'est encore l'autre expression de l'hégémonie américaine. C'est la puissance militaire mondiale et qui est en situation de défense de ses intérêts stratégiques internationaux. Et il ne pas hésiter à faire genre de base parce que l'on apprend le cas, par exemple, de la Chine. Et on croit qu'on va comprendre que, notamment dans notre région, on gagne un mouvement sérieux des États-Unis pour contrer l'influence chinoise. Et notamment avec ce qui s'est passé au Venezuela. Et comment les États-Unis avaient essayé, comment pour coincer la Chine à ce niveau-là, c'est en termes de ressources et pétrolières, par exemple. Venezuela lui-même comme pays qui était en coopération avec la Chine, côté la Chine a importé un peu de pétrole dans la Cali, et l'Iran, maintenant, que la Chine prend le pétrole dans la Cali et tout, dans deux pays, ça a constitué près de 20% de l'importation pétrolière, l'approvisionnement de la Chine. C'est-à-dire, quelque part, ils ont un impact. Et stratégiquement, les États-Unis font, parce que, quelque part, ils veulent arriver à mettre la Chine dans une situation difficile. Et n'oublie pas que le président Trump sera à Pékin en avril. Et pour des négociations avec le président Xi Jinping. Nous allons prendre pause là, nous allons bien prendre sur la Chine parce que nous beaucoup entrer dans la question implication alliée Iran et deuxième partie de l'émission, commencement, nous allons pour nous parler de ça tout. Mais avant même nous proposer en quelques secondes, est-ce que je dis là, il n'y a pas de remettre en question on dit les valeurs ou encore le rôle de l'ONU? Bon, certainement. Le rôle de l'ONU a été mis en question depuis bien des années. Moi, appelé depuis le jeune diplomate montré dans le stage aux Nations Unies, on parle de la réforme, par exemple, du Conseil de sécurité. Je vous parle des années 99. Mais ça ne va jamais arriver fait. Et pour qui ça? Parce que par aucun pays, aucun d'entre eux, de ces 5 membres permanents, souhaiterait une réforme au niveau du concept du droit de veto. D'après UNADO, ça a souhaité ça. Et est-ce pourquoi que l'ONU, actuellement là, est dans une situation financière difficile, par exemple. Mais quand on considère le budget des Nations Unies, la contribution des États membres, et bien la majeure partie de ce budget est financée par les États-Unis d'Amérique. Et qui, selon, on va regarder dans le document secrétaire général des Nations Unies, que les États-Unis gagnent beaucoup payé. C'est-à-dire que, dans la mesure où il y a des problèmes financiers sérieux, ensuite, ou même avec une approche du président des États-Unis actuel, le président Trump, avec le concept, ou du moins ce projet de Board of Peace. C'est ça, est-ce que la conférence de la paix, c'est transiter vers les quelque part, on a l'impression que et pour le président, il pense que cette organisation est désuète, ne signifie rien. Par contre, il cherche à avoir un contrôle, du moins les États-Unis, à travers
son pouvoir hégémonique, d'avoir un contrôle et même définir un nouvel ordre mondial. Ça peut se faire, mais et tout dépendra de l'adhésion de pas mal de pays d'États membres des Nations Unies pour accepter, pour voir si on doit accepter à une telle défaite. Parce que la disparition de l'ONU serait été une défaite pour tous les États membres fondateurs de cette organisation. Exactement. Bon, déjà, il y a un paquet de pays qui intégrés. Nous allons proposer ça, nous tournons gagner pour nous parler de toujours guerre là, mais tout a font petit coup de jet sur le pays. Nous, sur question élection qui prévoit fait et puis la participation de la diaspora. Ou sous Radio-Activité Métropole, observer l'émission Analyse. Invité nous aujourd'hui à ces anciens ambassadeurs, anciens ministres et puis responsables de l'OI, c'est bien dit? L'ORI, merci. C'est l'Observatoire haïtien des relations internationales. Monsieur Bokchi Edmond, restez sauté la radio, tout de suite. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin koute Analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin koute Analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Nous tournons après pour nous porter la deuxième partie de l'émission. Pendant que nous avons fait la première partie, nous avons sous question embrasée ou encore extension et guerre là. Et M. Edmond, qui te demande, est-ce que vous pensez que, je dis à la Russie, qui est déjà impliquée dans la guerre, mais en Ukraine, et puis bon, peut-être la Chine qui a essayé de gérer la question statut économique, parce que vous avez l'impression que toute approche Xi Jinping, elle a parlé, vous avez l'impression qu'il y a plus d'importance importance. Bien que dernièrement, ils font démonstration, défilé, montrer toutes les armes, toutes avancées technologiques, mais quand même, c'est des gens qui ont plus montré que pour une sorte de stabilité pour permettre l'économie à paraître plus florissante. Est-ce que vous pensez, nous arrivons à un point côté que la Russie, avec la Chine et même Corée du Nord, impliqués dans la guerre ça? Bon, on nous pas espéré ça. Mais comme je l'avais dit tantôt, le monde étant ce qu'il est aujourd'hui et on a l'impression qu'on ne vient pas à surprendre de rien encore parce que tout est possible. Mais en ce qui a trait à ces pays-là qui sont considérés comme des alliés de l'Iran, et pas croire qu'il n'y a aucune volonté pour rentrer dans la guerre, c'est-à-dire pour la Russie qui n'a aucune base militaire dans la zone du Golfe, pour être sorti jusqu'en Europe de l'Est pour y monter, pour y aller à la bataille, à la guerre. Ouais, ça est possible pour eux. C'est-à-dire, logistiquement, ça va être très difficile pour la Russie. Et c'est le même cas pour la Chine. Je pense que on est sous référé récemment à la déclaration du ministère des Affaires étrangères de la Russie, ce qui a trait au Venezuela. Je veux dire qu'il n'y a pas de accord de sécurité avec le Venezuela. C'est pourquoi que yo là observé par Kapouti qui a intervenu ou bien on va quelqu'un pour empêcher l'arrestation du président Maduro. Mais écoutez, c'est encore le même cas. Et il y a des coopérations économiques ou qu'à joindre de situations côté la Russie ou du moins la Chine de manière secrète. Il y a fourni des armes et des matériels à l'Iran. Et même du renseignement. Et même aussi des informations et des intelligences et renseignements et militaires. Mais s'impliquer directement dans cette guerre, je ne crois pas. Je ne sais pas comment il a fait, parce que notamment pour la Chine, comme vous avez dit tout à l'heure, la Chine, en dépit du fait que l'année dernière, il a été fait démonstration de force avec tous ses équipements militaires, toute sa capacité militaire, j'ai l'impression qu'il est rentré dans une bataille psychologique, il montrait mais ça me gagne. Mais pas pour autant la Chine, il n'a pas une attitude d'agressive, ou du moins une attitude de va-t-en-guerre. Il va chercher de ça.
je pense que la Chine a plus une posture à partir de ça le montrer comme capacité militaire de protection. C'est-à-dire pour une sorte d'approche dissuasive, pour lui montrer que les gains matériels là qu'à défendre tête. Mais pour la Chine s'impliquer dans une guerre à côté de l'Iran, à côté de la Russie, contre les États-Unis, contre l'OTAN, parce que quand je parle des États-Unis, je vois l'OTAN, et ce qui est en train de se faire, l'article 5 de l'OTAN, il y a une application même de manière subtile, parce que des États-Unis en guerre, où joignent tout pays OTAN, mobiliser force, même les beaucoup rentrer de manière directe, sauf l'Espagne qui a une certaine réticence, mais je crois, après les menaces des États-Unis pour les couper toute relation économique et commerciale avec l'Espagne, on pensait que l'Espagne a déjà assoupli position et il a commencé à avoir un impact rapide sur la chaîne de production mondiale là, et je pensais que quelque part, ce problème n'a qu'à résoudre. Et là encore, je ne pas croire que ces pays-là vont s'impliquer directement dans cette guerre. Mais espérons, de préférence, au lieu d'avoir beaucoup plus d'acteurs dans cette guerre, espérons que bientôt, ils vont pouvoir trouver quand même au moins un cessez-le-feu et aussi retourner sur la table des négociations et trouver des solutions diplomatiques à ce problème. On regarde un autre aspect, puisque nous avons analysé, est-ce que ce n'est pas la Chine qui est censée viser? Parce que je dis là, économiquement parlant, il y a des gens qui pensent que, avec le progrès qu'a fait, et puis on dit, retard peut-être technologique que les États-Unis gagnent par rapport à la Chine, commerce mondial par rapport à la politique étrangère et Donald Trump, façon que la diriger, ça permet que bien des avancées, surtout j'en ai géré question migrants et au niveau États-Unis, question économie prend coup. Est-ce que c'est pas la Chine qui visait à travers ça? Bien sûr, il y a. Excusez-moi, puisque et Venezuela qui c'est partenaire prend coup. Et Iran, qui c'est partenaire, prend coup, qui n'est pas un développement sans énergie. On parle de énergie ou pratiquement pétrole. Là, est-ce que ce n'est pas la Chine qui est véritable cible américaine? C'est ça que fait tout à l'heure, Amde parle de ça va passer Venezuela et aussi ça va passer Iran. Je dis là, c'est deux pays qui étaient des pays côté la Chine utilisée pour importer du pétrole. Et il représentait à plus de 20% de l'importation pétrolière de la Chine. C'est-à-dire 20% pétrolière de la Chine, c'est beaucoup. Et de toute manière, influence la Chine de gain au Venezuela, elle ne va rien encore. Et maintenant, avec ce qui se passe en Iran, certainement, l'influence de gain en Iran va diminuer tout. Et quand l'on prend le cas du détroit d'Ormuz, par exemple, on connaît l'Iran contrôle militairement, et c'est un espace qui, au moins, a une implication commerciale mondiale. Plus de 20% du pétrole mondial passe dans le détroit d'Ormuz. 20% gaz naturel passe là. 33% de presque tout produit qui dérive des engrais pour l'agriculture passe par là. Quelque part, l'Iran considère ça comme une arme essentielle pour lui. Détroit, c'est pour une des raisons de fermer. Elle ferme, elle autorise seulement la Chine pour qu'il passe là-dedans. Et ça, automatiquement, et les États-Unis déjà informés et déjà offert en pile compagnie, en pile pays qui voulaient utiliser les Détroit pour gagner une sorte de protection de la marine américaine. C'est-à-dire pour accompagner, mais protéger. Et même offrir une sorte d'assurance, de protection. C'est-à-dire, quelque part, les États-Unis peuvent l'Iran a un contrôle total de la zone. Et si l'Iran utilisait la fermeture du détroit d'Ormuz pour empêcher les flots, bateaux, tout la circuler dans le détroit, il pourrait vraiment avoir un effet néfaste sur l'économie mondiale. Et je n'ai pas intérêt personne pour quitter le fait. Par contre, est-ce pourquoi c'est une raison, et parce que pas oublier, et guerre là d'abord, c'est une question économique. Est-ce pourquoi que je ne pas croire que guerre là, ce sera la fin de cette guerre, ce sera pour demain? Parce qu'on ne va pas. Je suis certain que
tant du côté des États-Unis ou bien tant du côté d'Israël, Mbakwe va accepter que le détroit a fermé sous contrôle de l'Iran. Et ouais, des mesures drastiques qui commencent à prendre. Récemment, 2 jours de cela, les États-Unis ont coulé un bateau de guerre iranien. C'est-à-dire pour montrer que là, pas un jouet encore là. Et nous essayons de garder, parce que l'histoire qu'on répétait, nous rappelons, dans la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis pas entré bonnet. Et c'est à partir de décembre 1941. Est-ce que vous pensez que la Chine est capable d'utiliser la même méthode? C'est-à-dire que l'économie la prend coup, Iran tombé, Venezuela tombé, et puis lui-même entrer en guerre justement pour survivre. Non, mais d'accord, il était fait pour sa survie, mais de l'autre côté, il faut qu'on l'autre calcul, il fait tout. Calcul pour le faire, est-ce que entrer en guerre, il peut avoir un coût économique beaucoup plus élevé que ça l'a perdu là, je veux dire. Parce que ça, il faut le voir aussi. Mais s'il perd toute cette domination américaine, qui parle, et ça est tellement orgueilleux, il faut comprendre que c'est des puissances millénaires. Est-ce pourquoi que la Chine a des ressources partout dans le monde, la exploiter? Mbakwe a intérêt à rentrer en guerre pour au moins une quantité de pétrole, d'importation de pétrole et aussi d'autres coopérations liées avec l'Iran. Et que le besoin, je pense qu'il a toujours vérifié, ou du moins à la recherche d'autres marchés, d'autres pays qui ont produit le pétrole. Mbakwe a intérêt du tout parce que ça, il faut le tenir compte non seulement, certes, de ça l'a perdu à cause de cette guerre, ça le rend importé de l'Iran, coopération des gains à l'Iran, certes, mais son implication dans une telle guerre, je pense qu'il y a un coût, et là, certainement, un coût beaucoup plus élevé sur son économie et aussi sur sa puissance militaire. Parce que, mon bagage qui moi, dans plusieurs articles de certains grands journaux internationaux. Et j'ai l'impression, son façon pour minimiser le produit militaire, du moins de l'industrie militaire chinoise. Les abdos que majorité missiles, ou du moins batteries antimissiles qui étaient en Iran pour essayer de protéger l'Iran, tout c'est des produits chinois. C'est-à-dire des batteries antimissiles qui étaient produites par la Chine, mais qui ne sont pas arrivées efficaces, qui ne sont pas arrivées par les résultats escomptés. Alors, je pense que un pays, ça c'est très important, où ils font une démonstration militaire qui exhibe de tout ce qui est en termes de matériel militaire, en tout de dernier cri technologiquement avancé, etc. Mais avoir l'expérience de la guerre, c'est-à-dire avoir des soldats aguerris, c'est une autre chose. Ça, ce que la Chine, il y a longtemps, n'a pas fait la guerre, et les États-Unis, dans la guerre tout le temps. Ça, je pense que ça, c'est son gros avantage. Il ne faut pas minimiser cet aspect-là. Au cas où vous entrer en guerre là, comment et à quel coût? Mais maintenant, il risque pour que la Chine t'a envahi Taïwan, on n'a pas besoin de parler de bails comme ça du tout. Bon, ça, c'est une éventualité. Et même parce que ce que traitement en ce sens, c'est le fait que ces pays-là qui considérés comme un protecteur, ou du moins une protection pour Taïwan, et sont tellement occupés aujourd'hui et mènent d'autres guerres ou bien d'autres bails, etc. Je me demande, est-ce que ça, ce n'est pas des moments c'est pas une brèche qui va ouvrir, qui va permettre la Chine de faire. Et je pense que l'ICA est une possibilité, mais l'ICA est une possibilité très lointaine, mais à l'intérieur de la Chine. Et le dernier rapport, par exemple, qui a été publié par la CIA et le département, même aussi le ministère de la Défense américain, et tu as des informations pour montrer que la Chine, d'ici 2027, veut envahir Taïwan. Et 2027 qui est en date limite pour ça la fête. Mais il y a une velléité, certes, mais le contexte... il n'est pas favorable. Il n'est pas favorable. On regarde là, on regarde les guerres. Bon, je ne vais pas dire que nous dans le pays d'Haïti, mais on regarde l'impact. Parce que nous sommes un pays côté que, depuis plus de 5 ans, l'économie nous est en négativité. 7 ans. Chiffre, 7 ans. Voilà, 7 ans. 7 ans de décroissance économique. Voilà. Je dis, il y a une intensification de guerre, ça
comment on voit l'impact sur le pays d'Haïti? Bon, et pas seulement le pays d'Haïti, en pile pays dans la situation comme Haïti, des pays en voie de développement, du moins des pays sous-développés comme Haïti. Certainement, il parle qu'il y a un impact assez fort, non seulement sur son économie, mais aussi sur la chaîne d'approvisionnement qui est affectée depuis dans le pays producteur. Et nous-mêmes, comme pays consommateurs, certainement, il peut l'affecter nous. Mais l'inquiétude, c'est que trop souvent, et dans plusieurs réflexions qu'on a faites, au niveau de l'Observatoire haïtien des relations internationales avec d'autres aussi partenaires. Et c'est une faiblesse nous gagnons en Haïti et même dans certains pays comme Haïti, c'est le fait que cette capacité d'avoir des stocks de réserve. Et par exemple en Haïti, je pense que c'est un aspect pour nous tenir compte et pour nous travailler sur lui sérieusement. Et un pays pas qu'à gagner un stock, ou du moins pas qu'à une capacité pour recevoir du pétrole seulement à la capitale. Je pense qu'il est important pour nous penser à avoir des stocks, des storages stratégiques, au moins pas dans tous les départements géographiques, mais au moins dans quelques départements plus stratégiques qui gagnent port, qui ont penser à un partenariat public-privé pour nous construire des silos, des hangars au moins pour stocker les produits pétroliers et pour un certain temps. Parce que le fait que nous avons utilisé les produits pétroliers au jour le jour, c'est les bateaux à venir, les bateaux nous gagnent, si bateaux à faire 2 mois à venir, nous gagnent problème. Je pense que c'est vraiment désastreux. Et il est temps pour nous autres, pour nous commencer à penser de manière stratégique. Pour nous gagner des réserves dans le nord, nous gagner des réserves dans le sud, côté gain pour eux, nous construisons l'État et le secteur privé et peuvent s'entendre pour construire, pour investir dans ce domaine, construire des stocks stratégiques pour préparer, mettre là. Parce que ça va passer aujourd'hui à le monde là et l'on regarder ça arrive là, où il y a un impact qui a sur le prix du baril du pétrole. Et cela veut dire que si le prix du baril a monté, guerre a continué à augmenter comme ça, qui salve le gain pour nous, qu'on nous va le sentir à la pompe en Haïti. Les pétroles ont commencé à venir, les barils ont commencé à augmenter, il est à $73, $78. On dit que guerre a continué, il est à 80, il va arriver à $100. Nous pas le sentir. Et quand il y a un gallon gasoline, un gallon diesel là, d'autres produits dérivés, certainement il va augmenter. Et c'est pourquoi il est important tout pour nous tenir compte de questions de transport là, chaîne d'approvisionnement. On a parlé de médicaments, je ne t'ai pas parlé tout à l'heure pour question de et parce que nous importons tout. Toute barre nous gagne, c'est importé, nous importer. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous penser à une importation pour nous toujours gagner des stocks stratégiques, des réserves stratégiques pour si on une situation nous pas qu'à approvisionner, au moins nous avons capacité pour nous au moins résister pour 2 à 3 mois. C'est ça, je pense que ça c'est des approches qui sont beaucoup plus visionnaires pour nous gagner. C'est des gens qui vraiment comprennent la gouvernance, qui au moins comprennent la gestion du pays pour faire parce que nous pensons que si tu as une bonne gestion depuis certains temps, nous sommes dans une situation que nous avons dit. Moi, je me rappelle, dernièrement, je crois qu'il y a de cela 2 ans, des fois, proposition suite là, il y a un problème, non seulement pour les aéroports fermés. Et je me rappelle, le premier monde qui t'a dit, nous pas dire rien pour nous quitter, fermer tout espace aérien haïtien. Au Cap, pas rien, il faut nous quitter au Cap ouvrir. Et au Cap, tu été ouvert. Et le gouvernement est intervenu, etc. Mais c'est la même chose. Je pense que lors d'une situation de crise mondiale, parce que c'est une faiblesse qui gagne en Haïti, c'est que toute la journée, nous tout à fait politique dans le pays. On a parlé de politique, on a bataille, on a joué. Toute la journée dans le pays. C'est comme si Haïti ne fait pas partie de ce monde. Ça va passer dehors dans le monde, n'a pas intéressé, nous pas regarder. Non. Je pense que c'est pour une des raisons que toujours proposé que fort gouvernement, du moins fort gouvernement de construction, il faut une cellule de crise. Une cellule de crise qui permet au moins avec différents experts des ministères égaux et des ministères clés
cap chita, cap observer ce qui se passe sur le plan international. Ou bien des experts du ministère des Finances qui ont regardé le cours du baril de pétrole et changement de gain dans la chaîne d'approvisionnement. Ou bien on sait des experts du ministère des Affaires étrangères, des experts du ministère des Affaires sociales qui ont regardé l'impact social sur le pays avec des ministères, tant d'autres structures, ministère de la Défense, pour qui monter en cellule comme ça, qui observer la réalité mondiale, observer ce qui se passe dans le monde, qu'on y a à partir de là pour toute politique publique qu'on a fait en Haïti, on apprend toute disposition, on apprend toute mesure, on apprend pour nous tenir compte de réponse capable adéquate. Parce que très souvent, si nous chita seulement on a fait politique interne en Haïti, nous pas tenu compte de la réalité actuelle du monde. Très souvent, décisions, du moins mesures, qui doivent fausser. Nous risquons seulement subir ce qui a passé. Absolument. Entre-temps, est-ce que, avant même moi aller dans le dernier point, est-ce que vous pensez que ce qui a passé là capable d'avoir un impact sur le déploiement force, répression gang que vous promettez pays d'Haïti, surtout ou sur dit à l'heure là que les Nations Unies ont un problème d'argent? Oui, bon, je ne sais pas vraiment un impact. Pour qui ça me pense que ça a un impact? Parce que même quand les Nations Unies ont des problèmes financiers, certes, et pas oublier qu'ils ont un fonds qui était déjà là, qui était commencé à recevoir des contributions de certains États membres. Mais en ce qui a trait à la force de pression des gangs, et pas quoi ce qui se passe actuellement dans le Golfe et pas un impact sur lui. Parce que la contribution américaine, et en termes logistiques notamment, ils dépendent, en ce qui a trait du cas d'Haïti, ils dépendent de Southern Command, le commandement sud des États-Unis qui est basé à Miami. Et pourtant, ce qui se passe dans le Golfe est géré par le Central Command, le commandement central, qui est totalement deux entités différentes. Et est-ce pourquoi que je pense qu'à aucun moment, je ne pense pas qu'il y a vraiment un impact sur lui, parce qu'il y a déjà des fonds disponibles qui commencent, même quand il n'est pas total, et disponibles pour le déploiement de cette force, de cette mission. Et je pense que maintenant, l'essentiel, c'est du côté haïtien. Et est-ce pourquoi que moi, j'étais cruel et important, même quand on a une contribution de force suppressant gang là, mais faudrait-il que nous-mêmes nous ayons un plan clair de sécurité. Et parce que cette sécurité doit être l'élément important pour aplanir le chemin vers les élections. Parce que je pense que très souvent, nous n'avons pas tenu compte de lui. Nous voulons l'élection, certes, il faut qu'il y ait des élections, parce que le peuple a une capacité pour choisir ses dirigeants de manière légitime. Mais il est important, non seulement pendant le travail pour l'élection, et pour la sécurité, mais il faut nous rassurer nous que nous mettons de bonnes conditions de sécurité en place pour que l'élection soit au cas de très bonnes élections. Parce que, au lieu de faire une mauvaise élection demain, on vient de mettre le pays dans plus de problèmes encore que j'en ai aujourd'hui. Est-ce pourquoi il est important pour tout le monde mettre tête sous les épaules et tête reposée, pendant de chercher la réponse, la solution pour la sécurité, mais il faut toute bagaille qu'a fait dans l'ordre, au moins pour nous rassurer nous que nous jouons une sécurité, nous allons dans l'élection en même temps, mais au moins pour qu'il y ait de bonnes élections, pour ne pas rien qui fait mal, qui va pas impacter ou pas avoir un impact encore plus négatif, par créer beaucoup plus de déstabilisation pour le pays. Parce que dans le niveau où nous sommes là, nous ne pouvons pas aller trop. Puis profond encore, c'est OK. Nous pas capable. Alors, pendant sous l'élection, on va tout entrer dans le dernier point qui est rapport avec l'élection. Il y a une idée qui a notamment dans le KEPA, pour permettre que des membres de la diaspora votent. Ou même qui connaissent diplomatie très bien, ou occuper plusieurs fonctions là-dedans. Est-ce que vous pensez aujourd'hui à Haïti prêt pour que petit qui là-bas capable de voter? Est-ce que sur le plan logistique, est-ce que c'est OK? Est-ce que tout gagner des lois qui encadrent pratiquement question vote et qui mécanisme qui mettre en place tout pour empêcher gagner fraude dans bagage ça, si toutefois c'est possible? OK, deux choses. Et sur le plan logistique, c'est expert CEPO qui a répondu et a dit est-ce que c'est possible? Et pour question de parce que écoutez, son promesse n'a fait diaspora depuis des années. Et le fait que diaspora nous toujours dit son potomitange, ça le représentait pour Haïti. Mais pour nous pas seulement diaspora comme un ATM, comme une machine pour nous prendre cash seulement pour nous prendre l'argent, tout ça nous besoin de cette diaspora.
Même quand il y a des gens qui ont l'autre point de vue sur ça, ils disent que c'est l'argent veut ma famille, c'est normal. Oui, mais l'argent, ça rentre dans l'économie nationale. Son problème, c'est à faire diaspora longtemps, certes. Même penser, à mon homme, la vie, je pensais qu'il était temps. Il était temps pour nous faire, même quand ça aurait été un programme pilote, pour nous essayer, ouais, à partir de, du moins, nous avons sélectionné quelques grandes villes, là, il y a une forte concentration d'Haïtiens, nous avons fait une sorte d'exercice, ou bien pour nous voir comment ça marche, parce que c'est nécessaire pour nous faire. Mais maintenant, pour rendre effectif, c'est-à-dire pour rendre normal, que chaque élection gagne, moun là-bas voter tout, là prend du temps. Même quand le projet pilote ça a été seulement fait avec national, le président, parce que l'élection régionale, le cas difficile. Exactement. En termes logistiques, s'il pas électronique, pour gagner un monde qui vient, je suis des naïfs, et je voulais voter pour député naïf, je voulais voter pour magistrat naïf, le cas difficile. Mais au moins au niveau présidentiel, c'est au niveau national, je pense qu'on pourrait initier une expérience. On pourrait essayer quand même. Et ouais, qu'ils aient au moins à partir de, par exemple, on croit au courant qu'il y a eu pas mal il y a eu quand même un grand effort en ce qui a trait à la production des cartes. Et ça me demande de des mallogues dans la diaspora, dans le consulat ou l'ambassade. Mais de toute manière, il faut qu'on structure, il faut qu'on plateforme. Même les gens qui ont une carte à la main, on n'a pas qu'à apparaître avec carte dans le consulat ou dans le voter. Il faudrait bien que qu'on structure pour enregistrer pour le cas voter. Qui est-ce qui cause que un pile citoyen ici à plein, il n'est pas jamais capable de joindre véritablement service dans le consulat ou bien l'ambassade. Surtout, il a besoin de renouveler le passeport ou bien tout, il a besoin de renouveler le carte. Est-ce que le problème ça, nous pas identifié déjà, par exemple, comme ou même qui était dans la diplomatie? Même parce que c'est une synchronisation des institutions pour gagner. Okay. Parce que très souvent, il y a associé la responsabilité de la gestion du passeport au ministère des Affaires étrangères. Non, c'est le ministère de l'Intérieur. Okay. Dans le consulat, il y a des représentants du ministère de l'Intérieur qui est totalement différent. Bon, c'est tout le temps pareil. Il faut qu'il y ait une synchronisation ça, entre institutions pour permettre au moins les services là d'agiliser et aussi avec des mesures qui pour nous embrasser la technologie davantage. Parce que grand série de barrières qu'on a fait manuellement, bien à faire, etc. On n'a pas besoin à partir de la technologie qui est au service. Nous avons au moins et rendre beaucoup plus facile et pour permettre au moins tout le monde qui a besoin et un document et notamment carte d'identité ça pour question et parce que Kounia là bien pas au courant qu'il y a une décision du gouvernement du ministère des Finances on pas faire un passeport sans carte de malog là et on va regarder en pile mon diaspora qui plein le fait que il pas une carte de malog là et pourtant il y a certaines missions diplomatiques ou consulaires ils commencent depuis longtemps ils émettre ils ont fait des cartes de malog mais le problème c'est que carte la grande fin faite il prend du temps pour le tournage venir. Du moins, au lieu de carte la tournage venir, il va venir chercher. Parce que mon passeport, il va pas besoin de carte la vraie. Mais maintenant, si nous voulons arriver à un niveau pour diaspora intéressé à voter, nous disons qu'il faut qu'il y ait une carte. Là, il va créer une sorte d'incentive pour tout le monde chercher une carte. Et là encore, il faut qu'on structure pour créer une sorte de plateforme pour nous permettre d'enregistrer d'abord, pour ça qu'il y l'accès pour le voter. Même parce que son promesse fait diaspora longtemps, des cas possibles, mais dans un premier temps, à mon humble avis, il faudrait-il bien que nous mettions l'ordre d'abord dans le système électoral, le système vote là, à l'intérieur d'Haïti d'abord. C'est-à-dire les Haïtiens qui sont en Haïti, qui vivent en Haïti, parce qu'il faut nous mettre l'ordre dans la structure ça, pour au moins Haïtiens qui sont en Haïti, ils connaissent un système électoral qui est fiable, que le cas voté sans problème, résultat élection à 8 h du soir, il va obligé d'attendre un mois pour jouer un résultat. Bon, c'est là qu'il faut résoudre le problème, ça, on a aller effectif vers l'externe, vers la diaspora, mais entre-temps, on peut avoir des projets pilotes pour essayer de comment ça va faisable. Nous venons dans votre émission, mais qui te demande rapidement, est-ce que nous ne pouvons pas améliorer les relations avec les voisins nous? Parce que pour ce qu'on prétend nous là, je pense que les produits, c'est eux-mêmes qui bandent nous, c'est la caille nous prenons. Est-ce que l'amélioration des relations nous pas une priorité dans ce moment-là? Je pense que c'est extrêmement important. Et je toujours dit dans toute déclaration que je fais, dans toute ça m'écrit, il est grand temps d'harmoniser
et d'améliorer nos relations bilatérales avec la République dominicaine. Et quel que soit ça, il y a toujours des moments hauts et bas entre deux pays qui partagent une frontière. Et surtout, les gens là-dedans qui ont une disparité sociale, ou du moins qui ont une disparité économique, et l'autre est considéré comme Eldorado, on va toujours attirer l'autre. Je pense que c'est une série de problèmes nous avons travaillé sur eux pour nous voir comment, au fur et à mesure, nous avons renforcé les structures par nous et de contrôle et migratoire à la carrière, pour nous contrôler les frontières, nous, pour ça arriver au moins, il y a moins d'impact du côté dominicain. Mais il est extrêmement important pour nous travailler ensemble, pour nous avoir un bon rapport. Et ça fait ça. Je pense que le Premier ministre a interviewé le Novelis récemment. Bien qu'il parlait de sa volonté pour améliorer les relations. Je pense qu'il est de bon ton. Et pour nous faire ça, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ce climat d'hostilité et avec un pays voisin qui partage une île avec nous. Certainement, il y a toujours des escarmouches dans les zones frontalières et entre Haïtiens, Dominicains, etc. Mais nous pas seulement les deux premiers pays au monde qui partagent les frontières terrestres. Ça existe de l'autre côté. Ils cherchent une façon pour harmoniser cette relation. Et puis... C'est espoir qu'il est important, il a un avantage non, pour nous harmoniser les relations. Même quand, en matière commerciale, par exemple, qu'on a un déséquilibre considérable vis-à-vis de l'exportation dominicaine vers Haïti, exportation haïtienne vers la République dominicaine. Mais ça, nous rappelons un jour à améliorer la production, nous rappelons un jour à revitaliser le système commercial. Nous. Bon, par contre, nous pas obligé, nous avons toujours condamné pour nous faire commerce avec eux. Est-ce pourquoi que c'est important, même quand il y a des problèmes, certes, mais on peut avoir... Moi-même, j'ai toujours proposé que relations nous, ou bien avec une série de pays, il faut nous utiliser même des consultations politiques. Pourquoi pas avoir des consultations politiques avec la République dominicaine? Pourquoi pas avoir des consultations politiques avec les États-Unis? C'est-à-dire, les États-Unis qui sont considérés comme plus gros alliés nous, et dans la région, et vu le rapport nous avec les États-Unis, vu ça, la diaspora nous représente la carrière, etc. Bon, l'on regarder ça va passer dans la relation. Des informations qui viennent qui vraiment c'est-à-dire nous devons apprendre plus, nous devons avoir une meilleure coopération, collaboration avec eux. Ça vaut la peine pour nous avoir une consultation politique, pour nous chita, pour nous essayer de demander, chercher qui ça qui peut marcher. Par exemple, le cas de l'aéroport international. Oui, qui fermé. Qui fermé depuis tout le temps ça, et à notre grande surprise, mais prolongé jusqu'au 6 septembre 2026. Mais écoutez, États-Unis te dit, mais FAA te dit, mais pour qui raison décision ça prend? Non seulement suite à l'avion qui prend balle, etc., mais récemment, il y a un avion qui prend balle Colombie, qui Colombie qui arrive aux États-Unis avec balle là-dedans. C'est-à-dire, ça qui arrivait dans l'autre pays. Voilà. Mais quand il y a des conditions, dit, mais pour qui raison, etc., bon, si vous extendez, vous prolongez jusqu'au 6 septembre, il y a deux raisons. Soit ça de nous faire, nous pas faire, ou du moins ça de nous faire, nous pas jamais faire. Est-ce pourquoi il est important pour les nous structure ça de consultation politique avec pays ça, nous poser problème, nous identifier, nous chercher résolution. Et puis ça va doit passer tout par un renforcement de la diplomatie haïtienne. Bon, absolument. Malheureusement, nous pas qu'à dire plus toujours parce que nous avons dépassé sous l'heure là. Nous sommes contents encore une fois pour nous capable analyser non seulement ce qui passe en Haïti, mais surtout ce qui passe actuellement dans le monde là, notamment au niveau Moyen-Orient. Merci beaucoup. Moi, c'est un plaisir de me avec vous, Marvin, et aussi merci pour l'invitation et je remercie téléspectateurs et de Radio et Télémétropole qui t'a suivi l'émission Analyse aujourd'hui. Et moi, j'espère que le débat ou bien une conversation ça a été enrichissante, qui a servi. Et je pense qu'il est important pour nous tenir compte en Haïti de nécessité pour nous travailler pour le pays, pour nous relever, parce que même quand une situation est difficile, mais il est nécessaire pour nous faire. Il faut nous mettre tête nous ensemble. Et il faut nous mettre intérêt personnel nous à côté pour nous prioriser l'intérêt national. Parce que Haïti, par cas péri, nous avons une responsabilité pour nous faire Haïti vivre et pour nous faire Haïti tourner au endroit qui
qui fait bon de vivre pour tout Haïtien qui voulait rester là-dedans. Merci énormément avec nous aujourd'hui pour analyser ce qui a passé dans le monde là et même en Haïti. Était ancien ministre, ancien ambassadeur et puis responsable observatoire haïtien des relations internationales ORI, Bokchi Edmond. Moi-même pour présenter l'émission ça non pas c'est Marvin Pierre, on a croisé samedi prochain. Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité dans semaine. Chaque samedi matin 9h pile, vient écouter analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z.